Hors cadre. Hors cadre. Hors cadre. Bienvenue dans Hors cadre, qui valorise la neurodifférence, qui co-crée pour se comprendre, qui dérange pour apporter des solutions autrement. Je suis Valériane, je suis hors cadre, comme 15% d'humains dans le monde. Être neurodifférent, c'est pas simple et j'ai très envie de nous faire entendre. Vous aussi, bonne écoute. Hors cadre. Bonjour, bienvenue dans cette 3e saison du podcast Hors cadre. Bah ouais, déjà la 3e saison. Alors en fait, si je la relance aujourd'hui, c'est parce que c'est vous qui m'en donnez l'élan. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. La 2e saison s'est arrêtée un peu au milieu, un peu comme ça, je m'étais un petit peu perdue. Je vais vous raconter pourquoi vous m'avez donné cet élan de relancer. Fin juin, il s'est passé un truc de dingue. Ça a été un vrai moment charnière. Pour être honnête, j'avais mis fin à la 2e saison un peu brutalement, en plein milieu. J'avais plus trop la foi, plus trop d'énergie et un besoin vital de me reconcentrer sur l'essentiel, mes enfants. J'ai 3 enfants, tous les 3 neuroatypiques. L'aîné est à Paris, il est déjà grand, il travaille, et moi je vis avec les 2 plus jeunes qui viennent d'avoir 14 et 15 ans. Et justement, cette histoire, elle commence avec eux et surtout avec l'un d'eux, Charles, celui du milieu. Vous avez peut-être vu passer les posts sur LinkedIn, mais je vous raconte. Mi-juin donc, Charles passe son BIA, le brevet d'initiation aéronautique. Il s'est donné à fond toute l'année, il adore. Les cours sont à l'aéroport, c'est un QCM à réviser, c'est une passion totale. Il est même allé en bibliothèque avec ses potes pour réviser. Pour un enfant qui a de la dyslexie, de la dysorthographie, de la dysgraphie, aller en bibliothèque, c'est pas forcément l'endroit où on va le plus. Mais là, il était tellement motivé qu'il l'a bossé comme un dingue. Il arrive à l'examen et il demande pourquoi il n'a pas l'ordinateur, pourquoi il n'a pas les aides. Et on lui répond t'as ton papier, t'as le papier qui prouve que tu as le droit aux aides. Et en fait, moi j'avais tout fait sur internet parce que maintenant tout se fait en ligne. Donc oui, bien sûr qu'ils avaient reçu les aménagements. Mais en fait, il n'avait pas le papier pour prouver qu'en gros, il est handicapé. Et donc on lui a refusé les aménagements. Alors le test du BIA, c'est 100 questions, 4 réponses par question. Ça fait 400 phrases à lire. 400 phrases à lire avec des mots un petit peu compliqués. Et normalement, avec l'aide de l'ordinateur, il aurait pu les faire lire par l'ordinateur et se concentrer sur le fond et pas sur la forme. Il faut savoir qu'un dyslexique, quand il lit, il est tellement concentré sur le décryptage des mots qu'il ne sait même pas ce qu'il a lu à la fin. Donc il est obligé de le relire plusieurs fois pour vraiment savoir. Et là, il n'a pas eu le soutien à la lecture. Il est ressorti lessivé, épuisé et un peu persuadé que quand même, il l'avait raté. Et ça s'est pas arrêté là, parce que la semaine suivante, il passait l'oral du brevet. Le brevet, il y a une partie qui est sur le contrôle continu, une grosse partie sur l'oral, et ensuite, c'est l'écrit. Alors, il savait très bien que le contrôle continu, c'était pas vraiment gagné, que la partie écrite, ce serait compliqué, alors il avait tout misé sur l'oral. Mais vraiment, il a bossé comme un dingue. Il a même refusé d'aller à son cours de batterie alors qu'il adore juste avant de passer parce qu'il fallait qu'il révise encore. Il a refusé de partir avec nous en week-end pour encore réviser. Et pour travailler son oral, il avait tout écrit et il avait voulu l'apprendre par cœur. Alors il avait écrit avec l'ordinateur, il parle à l'ordinateur, et il avait voulu l'apprendre par cœur. Et puis par sécurité, et parce qu'il a le droit à des notes, il avait amené ses notes. Il a fait sa présentation sur PowerPoint tout seul. Moi j'ai juste corrigé les fautes d'orthographe, mais véritablement, parce qu'il avait fait ça super bien, c'était bien séquencé. Et il arrive, il pose son papier, et on lui dit non, t'as droit à des notes, mais c'est juste quelques bullet points, pas tout le texte. Alors il explique qu'il a le droit à des aménagements, et on lui répond mais tu as ton papier pour le prouver? Et bim, 2e fois qu'on lui demande en gros de sortir sa carte d'identité d'handicapé. Génial, quand on a 14 ans, ça met vraiment en confiance. Alors évidemment, sans son papier, il a paniqué, ça a été compliqué, il s'est complètement perdu dans son texte, dans ce qu'il avait à dire. Il est rentré vraiment foudrage, parce qu'il avait tellement travaillé qu'il était
vraiment dépité. Et que par 2 fois, on lui a demandé de prouver qu'il était handicapé. Et vraiment, quand on a 14 ans, on n'a pas besoin de ça. Le lendemain, il partait récupérer ses notes de BIA. Il savait qu'il l'avait pas. Et dans la cage d'escalier, il me regarde et il me dit non, mais t'inquiète, maman, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, si, c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Et là, moi, j'ai fait un grand sourire et je lui ai dit mais t'inquiète pas, mon chéri, de toute façon, on est évidemment avec toi et bravo pour tout ce que tu as fait, pour tout le travail que tu as fait. Au fond de moi, j'étais dévastée. J'ai fermé la porte, me suis servi un café et j'ai fondu en larmes. J'ai pris mon téléphone et j'ai écrit sur LinkedIn. Comme ça, un cri du cœur, c'est sorti tout seul. Un cri de maman. Pendant 45 minutes, je pleurais et j'écrivais le post parce que il fallait que je le dise. Il fallait que je dise, c'est pas juste. C'est pas juste. Et oui, c'est grave de pas respecter les accompagnements, de pas respecter la loi, en fait, parce que c'est la loi. J'ai mis la photo de Charles et j'ai posté ça. Et puis, 20, 30 likes, je me dis, bah, c'est cool, ça m'a fait comme un câlin. Et puis, 300 likes. Et puis, 1000. Aujourd'hui, il y en a plus de 3000. Et c'est pas, ce qui me touche, c'est pas les likes parce que je suis pas influenceuse et que je faisais pas ça pour ça, c'était juste un cri du cœur. Mais c'est surtout des messages de soutien, mais aussi des centaines de témoignages. Et des témoignages en MP, en message privé de gens qui disent j'ai pas l'habitude d'étaler ma vie sur les réseaux, mais là faut que je vous raconte. Et moi, ça m'a vraiment bouleversée. C'était des témoignages de parents, des témoignages d'enfants qui, devenus adultes, qui racontaient ce qu'ils avaient vécu, même des témoignages d'enseignants, des témoignages d'alliés, tous, toutes, racontant leur histoire, leur douleur, leur rage, leur solitude, leur fatigue, leur dignité au travers de tout ça. Vraiment, c'est ce que j'entendais, c'est ce que je voyais. Et là, c'était pas juste mon histoire, c'était la nôtre à nous tous qui vivons ça. On est à peu près 15% d'humains neurodifférents. Ça fait à peu près 4,5 enfants par classe, donc 4 à 5 enfants par classe. Ça fait beaucoup d'enfants, non? Vous trouvez pas? Ça fait beaucoup d'enfants qui sont mal traités dans leur différence, dans leur besoin d'apprentissage différencié. Et pour autant, un apprentissage différencié, il sert pas que à eux, il sert à tout le monde, il sert à tous les autres aussi. Il n'y a pas une façon d'apprendre, il y en a plein. Et le lendemain, ma pote Mélissa m'appelle. Elle était en rage, elle était à bout, elle en pouvait plus. Elle avait déposé un dossier de demande à la MDPH depuis 8 mois. Et enfin, elle avait une réponse. Et la réponse, c'était ah, ben, c'est bien que vous appeliez, madame, parce que on s'est rendu compte qu'on avait perdu votre dossier. On vient de le retrouver. Mais finalement, bon, ben, comme c'était il y a 8 mois, il est plus vraiment à jour. Alors, faudrait refaire passer les bilans et nous renvoyer le dossier. Et puis, vous aurez une réponse d'ici 4 à 6 mois, grand max. Hein, normalement, pour décembre, tout sera mis en place. Vous vous rendez compte? La petite, ça fait 1 an qu'elle attend des aides, 1 an qu'elle se bat toute seule. Comme elle peut, sa maîtresse se bat aussi avec elle, comme elle peut pour l'accompagner, parce que c'est pas simple non plus. Et les aides auxquelles elle a le droit, auxquelles elle pourrait avoir, on lui dit bon non, on a égaré votre dossier. Non mais, au secours. Enfin, et là, on s'est regardé, enfin dans le téléphone, et on s'est dit ok, alors maintenant on parle. Maintenant on va le dire, maintenant on va agir. Maintenant, on va hurler s'il faut, parce que visiblement, quand on est trop gentil, eh ben certains en profitent pour vous marcher sur les pieds. Et ça, ben c'est pas bien quoi. Donc on va rien lâcher. Alors on a lancé un appel, un cri commun. On a refait un post chacune en demandant si vous aviez des contacts de journalistes, d'influenceurs, de podcasteurs, de radio, de tous ceux qui pourraient porter nos voix un peu plus haut, parce que on est nombreux, on est très nombreux dans ce cas-là. On est nombreux à souffrir pour nos enfants, souffrir dignement. Et pour autant, dans nos agendas, dans nos vies de parents qui travaillent, eh ben c'est pas simple.
Et puis dans nos vies financières aussi, c'est pas simple. Parce que tous ces bilans, tous ces accompagnements, ils ont un coût. Ils sont pas toujours pris en charge. Loin de là. Et il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et toutes ces souffrances dans l'ombre, nous, on avait envie vraiment de les mettre en lumière. Il y a une loi, il y a des lois, il y a des applications de cette loi, et elles ne sont pas appliquées. Et ça, il faut que ça s'arrête en fait. Parce que nous, des solutions, on en a beaucoup. Et en fait, les lois, elles sont faites par des gens qui, la dernière fois qu'ils ont mis les pieds au collège, ça devait être, je sais pas, quand eux-mêmes étaient collégiens. Donc ils font des lois en sachant pas vraiment de quoi ils parlent, finalement. Alors bon, j'exagère, mais c'est vraiment le ressenti qu'on a. Alors on a créé un collectif, ça s'appelle le collectif Kiffe l'école. On le veut comme un collectif de parents, de professionnels, d'entrepreneurs, d'atypiques, de soutien, qui sont tous unis par une même envie, faire entendre nos voix pour que ça bouge, pour que la loi soit appliquée, pour que des choses soient mises en place, parce que des solutions, on en a plein, et elles ne sont pas nécessairement onéreuses ni très compliquées. Alors maintenant, j'ai besoin de vous. Si vous avez vécu des situations similaires, si vous êtes parents, professionnels de l'éducation, élèves, anciens élèves, professeurs, médecins scolaires même, si vous vous sentez concerné par le sujet de la neuroatypie à l'école, venez en parler au micro de Hors Cadre. Vraiment. J'ouvre mon micro, en fait. Alors contactez-moi par mail, par LinkedIn, parce que votre voix compte, que votre histoire peut en aider d'autres, et qu'ensemble, on fera plus de bruit. Ensemble, on fera bouger les choses et on apportera nos solutions. Abonnez-vous au podcast, pas pour moi, pour faire bouger les lignes, pour que notre voix porte encore un petit peu plus loin. Suivez-moi sur LinkedIn, Valériane Moulin, et puis partagez l'épisode à tous ceux à qui ça pourrait faire du bien. Et surtout, rejoignez le mouvement. C'est pas un combat, c'est pas une guerre. C'est un élan d'amour, de justice. Merci à tous. Et puis, un petit truc aussi, parce que ça date du mois de juin. On est fin juillet maintenant. On a monté le collectif. On a écrit un communiqué de presse aussi pour être entendu. Et puis, moi de mon côté, parce que c'est aussi mon métier, et je me suis dit que, à force d'échanger avec vous, j'ai eu envie de proposer un cadre pour préparer cette rentrée autrement avec nos différences. Alors je suis en train de créer une expérience simple en 4 jours, que j'espère forte, et qui pourra apporter beaucoup. 4 jours, 4 séances, pour bien lancer son année avec ses différences. C'est en finalisation, je vous en parle dans l'épisode prochain. Et puis, en attendant, partagez l'épisode, contactez-moi en MP, par mail, sur LinkedIn. Venez parler, si le cœur vous en dit, au micro de Hors Cadre. Racontez-moi votre histoire. Merci, à bientôt. Hors cadre. Hors cadre. Hors cadre.